Alors, je vous propose de passer maintenant à la relation de défense franco-britannique et à ses perspectives. En 1904, l'entente cordiale rapproche la France et le Royaume-Uni. Après des siècles de rivalité, les deux nations désormais alliées affrontent ensemble les épreuves de guerre mondiale et de la guerre froide. Après la chute du mur de Berlin, Paris et Londres poursuivent leur coopération face aux menaces. Et l'année 1995 marque un jalon important avec le 18e sommet franco-britannique. Les deux pays estiment qu'il n'y a pas de situation dans laquelle les intérêts vitaux de l'un pourraient être menacés sans que ceux de l'autre ne le soient aussi. En 2010, les traités de Lancaster House renforcent la coopération de défense, notamment dans le domaine expéditionnaire avec la création de la Combined Joint Expeditionary Force. Cette force franco-britannique, déclarée pleinement opérationnelle en 2016, devient un outil de lutte contre le terrorisme en soutien à l'action des Nations Unies, de l'OTAN et de l'Union européenne. 15 ans plus tard, les menaces auxquelles les deux nations sont confrontées ont profondément changé et face au retour de la guerre de haute intensité en Europe, face aux conflits dans d'autres régions du monde et à la concurrence stratégique sur la scène internationale, la France et le Royaume-Uni sont désireux d'agir ensemble de manière décisive pour protéger leurs valeurs et intérêts communs, leurs alliés et leurs partenaires. Et les deux pays l'ont de nouveau prouvé il y a quelques jours lors du 37e sommet franco-britannique. C'est une nouvelle démonstration de la solidité et de l'importance de leurs relations bilatérales de défense. Ce sommet était aussi l'opportunité de la moderniser et de la consolider. Mais je n'en dis pas plus et cède maintenant la parole au général de brigade aérienne Bruno Cunha afin qu'il vous présente plus en détail les enjeux de cette coopération essentielle pour notre sécurité collective. Général, c'est à vous. Merci Madame la Directrice. Mesdames, Messieurs, bonjour. Toujours un plaisir de revenir dans cette salle pour parler relations internationales puisque j'avais eu le privilège et l'opportunité de présenter les fondements et l'actualité de la relation bilatérale franco-britannique il y a un peu plus d'un an ici et on a pensé avec la DICODE que ce serait intéressant que la DGRIS, donc en charge des relations internationales et de la stratégie, vous fasse un point suite au sommet qui s'est déroulé à Londres la semaine dernière pour vous expliquer peut-être un peu l'envers du décor, mais en fait, ce qu'il faut vraiment retenir de la déclaration de rafraîchissement de Lancaster House qui a été signée par les deux chefs d'État lors de ce voyage officiel du président Macron en Grande-Bretagne, qui comportait, outre ce volet défense très important centré sur les accords de Lancaster House, un volet également économique. Les deux leaders ont également abordé les enjeux de migration, de technologies émergentes, de sécurité européenne. Je ne vais pas rappeler le cadre qui motive le rafraîchissement du Lancaster House parce que vous le retrouvez très clairement dans la déclaration des leaders et puis vous avez la revue nationale stratégique qui est sortie cette semaine, que vous retrouvez sur le site du SGDSN, qui explique vraiment en détail la détérioration et la complexité du contexte international. Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que fondamentalement, la France et la Grande-Bretagne ont, en tant que pays doté de l'arme nucléaire, dans le contexte actuel, une responsabilité particulière et que ça faisait donc totalement sens que 15 ans après la signature d'accords dans un contexte qui était quand même différent d'aujourd'hui, les deux puissances nucléaires démontrent, leur solidarité stratégique, qu'elles étaient à la manœuvre pour la sécurité de l'Europe et qu'elles modernisaient leur coopération. Ça, c'est vraiment l'idée clé. La deuxième idée, et je veux vous rappeler qu'en fait, il n'y a pas un traité de Lancaster House, mais il y a deux traités de Lancaster House. Il y en a un qui est dédié au nucléaire, que je n'aborderai pas en détail aujourd'hui puisqu'il fait l'objet de discussions en canal réservé, et un accord qui est sur le volet conventionnel. Juste un petit mot sur le volet nucléaire. Historiquement, le traité de Lancaster House sur sa partie nucléaire a permis de développer des coopérations croisées, notamment sur des installations de test, voilà, en France ou en Grande-Bretagne. Ce que vous pourrez noter tout particulièrement dans la déclaration des leaders de la semaine dernière, du président Macron et du Premier ministre Starmer, c'est la création d'un groupe de pilotage franco-britannique sur la coopération dans le volet nucléaire, sur les différents volets de coordination sur nos capacités nucléaires. Voilà, et ça, c'est vraiment le signe d'une intensification
Pourquoi c'est important? Parce que vous notez qu'en fait, depuis le début de l'agression à grande échelle de la Russie en Ukraine, la manœuvre russe a toujours été placée sous un parapluie d'une diatribe nucléaire relativement agressive. Et donc, il est important dans ce qu'on appelle cette escalade verticale, totalement irresponsable d'utiliser un narratif nucléaire pour mettre un parapluie sur une action conventionnelle, la nécessité que les deux États dotés, France et Grande-Bretagne, puissent se parler très rapidement de la gestion de l'escalade verticale, d'une détérioration possible en Europe. Je dirais d'autant plus avec la nouvelle administration américaine, c'est-à-dire qu'il faut que les Européens puissent discuter très rapidement de sujets structurants, stratégiques de sécurité en Europe, avant, je dirais, de pouvoir engager l'administration américaine pour que les Européens, au moins, parlent d'une manière coordonnée. Voilà. J'en dirai pas plus sur ce sujet-là. Sur le deuxième traité de Lancaster House, donc le volet conventionnel, je rappelle qu'il y a 3 piliers. Il y a un pilier de dialogue politique, des directeurs politiques des ministères des Armées et des ministères des Affaires étrangères qui sont là pour pouvoir se parler de manière sécurisée très rapidement de toutes les crises, de tout sujet de sécurité. Vous avez un pilier opérationnel militaire qui est porté par le chef d'état-major des armées, basé sur la force conjointe que la directrice a mentionnée, et je reviendrai là-dessus. Et le troisième pilier, c'est le pilier sur les capacités militaires et la coopération industrielle, qui est effectivement très importante quand on connaît la performance des 2 bases industrielles et technologies de défense françaises et britanniques. Il est très important qu'on puisse dégager des synergies. Sur le volet politique, je dirais que on voit avec le sommet une intensification du dialogue entre les directeurs politiques, les ministres, Affaires étrangères et Défense. Mais je dirais qu'il n'y a pas de changement majeur. En fait, on dialogue naturellement tous les jours au gré des crises qui sont nombreuses actuellement. Sur le volet opérationnel militaire porté par les 2 chefs d'état-major des armées, le point fondamental, c'est la modernisation de la CJF, de la Combined Joint Expeditionary Force. Le E disparaît d'ailleurs, nous allons dire maintenant Combined Joint Force. Pourquoi? Parce que la CJF en 2010, quand elle a été lancée, répondait à une logique expéditionnaire, crise en Afrique, crise au Moyen-Orient, capacité d'évacuation de nos ressortissants, etc. Aujourd'hui, on se recentre sur la défense collective, la défense européenne, la masse, la haute intensité. La logique expéditionnaire, elle est toujours présente, mais elle est moins prégnante. Vous noterez dans la déclaration la volonté de rendre la CJF plus robuste. Notre volonté, c'est en franco-britannique d'être capable de leader une force qui va jusqu'au niveau corps d'armée, donc des forces lourdes, assez nombreuses. Je tiens à rappeler que la CJF n'est pas une force permanente, donc vous n'avez pas quelque part en Europe, en France ou en Grande-Bretagne, une caserne où vous avez la CJF. La CJF est une structure que l'on monte au besoin, où nous avons eu des entraînements précédents au niveau état-major ou des forces pour pouvoir travailler ensemble. Donc c'est une structure d'état-major qu'on est capable de montrer très rapidement, avec des procédures adaptées, et on agrège des forces françaises et britanniques. On se réserve aussi la possibilité d'agréger des forces d'autres nations en secondaire. C'est ces dynamiques que nous avons appliquées dans ce qu'on appelle Coalition of the Willing, c'est-à-dire une planification militaire que nous avons faite cette année sous leadership franco-britannique pour préparer un plan de déploiement d'une force européenne en Ukraine si nous avions besoin de le faire et sous condition d'un cessez-le-feu pérenne en Ukraine. Voilà. Donc qui a animé pas mal les travaux cette année. Les travaux que nous avions réalisés depuis plusieurs années en franco-britannique a permis de monter très rapidement des groupes de planification. Et aujourd'hui, ces planifications militaires de contingence pour être prêts si nous devons nous déployer en Ukraine, sont terminées et sont prêts à être utilisées sur ordre politique. Le deuxième point particulier sur la CJF et sa modernisation, c'est la prise en compte des nouveaux domaines de conflictualité, enfin des domaines communs, notamment le cyber et l'espace, puisque nos 2 pays ont des centres de commandement dans ces domaines. Nous devons être meilleurs pour pouvoir intégrer dans le montage d'une force conjointe la dimension spatiale des opérations et la dimension cyber. Alors bien sûr, notamment dans le volet cyber, nous nous heurtons quand même à certaines sensibilités nationales.
mais l'effort est vraiment sur le cyberdéfensif, la protection de nos forces et de nos systèmes d'armes, et la capacité à détecter des menaces cyber, voilà. Et également la capacité à faire des entraînements ensemble avec les Britanniques et à développer des réseaux d'officiers d'échange, d'officiers de liaison dans le domaine cyber ou spatial. Voilà, il faut faire évoluer aussi ce réseau d'officiers qui est très développé, qui est environ de chaque côté de la Manche, environ une 60aine d'officiers qui sert de manière permanente dans l'autre pays. Troisième pilier, capacitaire industrielle, vraiment centré autour de MBDA, le champion missile en Europe, avec là plusieurs volets. Vous l'aurez noté, l'annonce d'une nouvelle commande Scalp Storm Shadow, missiles de croisière, qui ont fait leurs preuves, notamment en Ukraine, puisque nous en avons fourni aux Ukrainiens. Commande supplémentaire pour avoir du stock suffisant, préparation du combat de haute intensité. Aussi la préparation de l'avenir avec le lancement de la phase de développement des futurs missiles de croisière et anti-navires, avec là 2 technologies qui seront développées, plutôt une technologie subsonique furtif et une technologie haute vitesse manœuvrant. Voilà, donc ça, MBDA continue à développer ses compétences. Et le troisième volet, c'est bien sûr la défense aérienne, la confirmation et le renforcement du portefeuille MBDA, que ce soit les nouvelles générations de missiles CAM côté britannique et puis bien sûr le SAM-TNG côté français. Donc la feuille de route MBDA, elle est claire, elle s'en trouve renforcée. Et puis un autre sujet sur les technologies missiles de frappe dans la profondeur, avec un début de réflexion, mais là qui n'est pas seulement avec les Britanniques, mais qui est élargi avec d'autres partenaires européens, sur les capacités futures en Europe de frappe dans la profondeur. Forcément, la France et la Grande-Bretagne doivent jouer un rôle moteur sur les différentes capacités, et notamment la capacité sol-sol de longue portée. Voilà. Ensuite, il y a tout un dialogue sur les technologies émergentes, drones, anti-drones, intelligence artificielle, technologie quantique. Comment est-ce qu'on les intègre de manière coordonnée en franco-britannique dans notre espace de bataille. Pardon, j'ai oublié un dernier point sur les technologies missiles. Il y a un sujet fondamental, c'est la connectivité et la compatibilité de nos systèmes de combat futurs, donc FCAS côté européen, français, Allemagne, Espagne, et puis JCAP côté britannique avec l'Italie. Il est bien sûr absolument vital que nos 2 systèmes futurs majeurs aériens puissent emporter des armes compatibles, ou les mêmes armes, et puissent se parler, bien sûr. Voilà, donc un portfolio assez dense, vraiment une nécessité de rafraîchir, de démontrer le leadership franco-britannique. Je terminerai en indiquant que tout cela s'inscrit aussi dans une dynamique britannique de reprise de contacts très étroits avec les grands partenaires européens après le Brexit. Lancaster House n'avait pas été impacté par le Brexit puisque c'est purement du binational. Mais nous voyons bien sûr aujourd'hui la Grande-Bretagne recréer du lien avec l'Union européenne dans le secteur défense avec le sommet UK-UE qui a eu lieu le 19 mai. Et puis bien sûr d'autres liens entre la Grande-Bretagne et l'Allemagne, la Grande-Bretagne et la Pologne. Ce que nous faisons également, par exemple, avec le traité de Nancy qui a été signé le mois dernier entre la France et la Grande-Bretagne. Donc on voit cette dynamique ad hoc, mais très efficace entre les pays qui permet de renforcer cette Europe de la défense.